Bonsoir à tous. Pour ce nouveau contre-courant, une fois n'est pas coutume, nous ne recevons pas un, mais deux auteurs, deux philosophes. Éric Aliez, professeur à l'université Paris 8, et Maurizio Lazzarato, tous deux héritiers de la pensée de Gilles Deleuze. Je pense qu'on peut dire ça à minima. L'envie de vous rencontrer, c'est un livre absolument passionnant qui nous l'a donné, Guerre et Capitale, paru en fin d'année 2016 aux éditions Amsterdam. Car oui, Guerre et Capitale, oui, nous sommes en guerre, ainsi qu'un président de la République n'a cessé de le répéter depuis 2015. Mais cette guerre-là, pour vous, évidemment, Maurice Lazzarato et Éric Aliez, ce n'est pas la guerre que nous mène le terrorisme, c'est avant tout la guerre, ou plutôt les guerres, que le capital ne cesse de mener au sein des populations, sous couvert, bien sûr, de pacification libérale. Des guerres de classe, des guerres de race, des guerres de sexe, des guerres environnementales, des pseudo-guerres de civilisation aussi, qui sont en réalité le moteur secret du capital. En s'appuyant sur la pensée de Carl Schmitt, d'Arendt, de Foucault et bien sûr de Deleuze, ce livre dévoile de façon extrêmement puissante et frappante les traits de la guerre civile mondiale, je cite, aujourd'hui à l'œuvre. Merci d'être avec nous ce soir. Une première question, peut-être une première précision du moins. On connaît bien sûr tous la formule de Clausewitz sur la guerre, continuation de la politique par d'autres moyens. À celle-ci, tous les deux, vous préférez le renversement que fait subir à cette formule Michel Foucault, puisque vous voyez la politique, d'une certaine façon, comme une continuation de la guerre. Alors, peut-être pourriez-vous commencer par préciser cette notion de guerre, telle que vous l'utilisez, votre définition de la guerre. C'est d'autant plus nécessaire qu'à vous lire, on peut avoir le sentiment que la guerre est notre état quotidien, est devenu notre état ordinaire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole le premier. C'est qu'on a voulu rapatrier ce concept de guerre dans les débats contemporains, qui d'une certaine façon, à notre avis, manquaient de ce concept de guerre. Guerre plurielle. Et pour deux ou trois raisons fondamentales. Fondamentalement, une, c'est lié à ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé en 68 et après 68, c'est-à-dire la rupture que les mouvements ont pratiquée avec la tradition communiste, fondamentalement avec la tradition léniniste, donc ils se sont rompus avec cette tradition, mais les problèmes que Lénine posait et qu'il faut poser autrement, celle du pouvoir et de la guerre, restent d'actualité. Et même les défauts de ce mouvement, c'est de ne pas les reposer, de les repenser, de les actualiser. Évidemment, on ne peut pas les prendre de la même façon. L'avant-garde du prolétariat, la conscience de classe, les partis, les révolutionnaires de profession, tout ça sont tous des concepts, des pratiques qu'on ne peut pas rééditer aujourd'hui. Mais les problèmes de comment les questions du pouvoir et de la guerre restent. D'un côté, c'est ces problèmes. L'autre côté, c'était effectivement un changement de phase dans le capitalisme. Effectivement, le néolibéralisme, à partir de 2001, pas récemment, même avec la première guerre du Golfe, donc tout de suite après, en réalité, et très tôt, il a démontré sa face guerrière. Et là aussi, on a un retard pour analyser. Donc, ce sont les deux raisons fondamentales pour essayer de comprendre surtout que cette émergence de nouveaux fascismes qui sont là aussi depuis le début. Si on pense au Front National en France, c'est tout de suite des années 80. Donc, ces deux questions nous ont sollicité pour reposer la question de la guerre. Donc, comment tu peux continuer ? On pose très clairement que c'est à partir, disons, de 68, bon, pour prendre un chiffre qui en vérité est une séquence historique et pas simplement
et pas simplement une date, que c'est véritablement à partir de 68 que s'impose à notre sens la nécessité de ne pas penser la guerre, mais les guerres, c'est-à-dire la guerre étant le point de vue de l'État. Et effectivement, toutes les années 60 sont traversées par cette irruption de ces guerres de sexe, de classe et de race qui redéfinissent totalement le sens même d'un mouvement révolutionnaire. On peut penser évidemment aux États-Unis du côté des mouvements des droits civiques, l'explosion de ce qu'on appelle le deuxième féminisme, etc., etc. Donc, pour nous, là, il y a quelque chose d'absolument fondamental parce que c'est aussi cette question de la guerre, à notre sens, l'un des impensés, on ne dit pas que c'est impensable, l'un des impensés de ce qu'on appelle la pensée 68. Et de ce qu'on cherche à redéfinir, on cherche à lui donner un sens un tout petit peu plus fort, disons, que le label journalistique, pour dire les choses, pardon, qui lui est associé. Le point également qui est important, c'est que c'est dans les mêmes années que Deleuze et Guattari, et il faut vraiment dire Deleuze et Guattari, travaillent sur le concept de machine de guerre, qui nous a semblé un point extraordinairement important et, disons, sous-travaillé ou largement métaphorisé ou esthétisé dans ce qu'on appelle la critique deleuzienne ou deleuzo-guattarienne. Et d'un point de vue théorique ou philosophique, c'est vrai que le cœur du livre a été produit à partir du croisement de ces deux lignes de pensée. La ligne de pensée Foucault sur, disons-le de façon générique, le renversement de la formule de Clausewitz, et celle de Deleuze et Guattari, travaillant sur la question de la machine de guerre. Et il nous a semblé que la première chose, c'était effectivement de réinscrire ces pensées dans l'histoire vive des années 60, de 68 et de l'après-68. Je ne sais pas si Alain veut intervenir tout de suite, sinon on peut prendre peut-être un exemple très concret pour expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent cette espèce de continuum entre guerre et paix que la situation présente du capitalisme a fini par produire. Et vous prenez un exemple extrêmement contemporain dans votre introduction, puisque vous parlez du cas de la Grèce en 2015. Vous dites ce qui s'est passé en Grèce est une guerre. Ce qui s'est passé en Grèce est déjà de l'ordre en réalité d'une guerre intra-européenne. Et ce que fait le capital à certaines souverainetés étatiques est de cet ordre. Est-ce que vous pouvez développer cet exemple avant d'avoir la réaction d'Alain Badiou? Là, on a repris une analyse de deux officiers de l'armée rouge chinoise qui ont publié un livre qui était très intéressant où ils affirment que déjà, parce que ce qui est arrivé en Grèce en réalité a commencé en Afrique dans les années 80, ça a continué dans le sud-est asiatique, après en Amérique latine. Donc la Grèce c'est le dernier pays où s'est produit ces ajustements structurels à travers la dette. Eux, ils font l'exemple ils prennent l'exemple du sud-est asiatique et ils affirment qu'effectivement la finance et notamment l'utilisation de la dette, c'est une forme de guerre qu'ils appellent guerre non sanglante, mais qui a le même effet qu'une guerre sanglante. Donc il ne s'agit pas de plaquer tout sur la guerre, mais de voir effectivement la multiplicité des instruments que le capital a à sa disposition, et donc guerre sanglante, guerre non sanglante, etc., etc. En Grèce, on a vu effectivement, et ça n'a pas monté jusqu'au bout, parce qu'effectivement, Syriza a coupé net, mais on ne sait pas ce qui serait passé si effectivement le référendum aurait été suivi. Donc il y a une continuité entre guerre, économie et politique que aussi bien le libéralisme que la théorie de l'État bourgeois a toujours nié. Mais elle est là depuis le début, cette continuité entre guerre, économie et politique, et nous on a essayé de
récupérer le concept des guerres et de voir comment on pouvait les faire jouer aujourd'hui. Non, je voulais dire seulement par rapport au renversement de la formule de tout à l'heure, hein, que ce n'est pas seulement une permutation des termes, c'est qu'en permutant les termes, il faut changer aussi bien le concept de guerre que le concept de politique. Hein. On ne peut pas garder tel quel. Donc il y a un double processus. Il faut renverser la formule et en même temps il faut redéfinir ce que c'est la guerre et la politique, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Parce que, et vous invoquez aussi sur ce point-là la pensée d'Heidegger. Oh non, on a utilisé une formule qui nous paraît... Non, dans la... Oui. Si. Non, parce que là, c'était une formule très claire. C'est pas parce qu'il est nazi, hein, c'est pas parce qu'il a été nazi, mais... il est très lucide quand même. Donc, il a une chose très... Il montre très lucidement qu'il a sorti... Parce que le grand moment, l'autre grand moment qui est un peu... disons comme ça, pas traité par la passé 68, c'est les deux guerres mondiales, ou les deux guerres totales. Pour nous, c'est un moment fondamental de l'histoire du capitalisme, l'histoire de l'Occident, et même l'histoire de la mondialisation. Et en sortant de la deuxième guerre totale, Heidegger dit fondamentalement qu'il y a une continuité, il n'y a plus la paix et il n'y a plus la guerre telle qu'on l'avait connue. Donc ça, c'est un grand changement que les deux guerres totales ont introduit et qu'on a d'une certaine façon oublié. Comme si les guerres totales avaient été une parenthèse et après on recommence comme avant. Est-ce que nous, par contre, on pose la question, sur tous les aspects, les deux guerres totales ont changé radicalement la configuration du capitalisme et la configuration de l'accumulation mondiale, quoi. Alain Badiou, est-ce que la guerre est devenue notre état présent, notre état quotidien? Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner rapidement que la qualité remarquable de ce livre, quand même. Je voudrais commencer par un éloge, parce que c'est un livre complexe, massif, extraordinairement savant, c'est-à-dire portant des références extrêmement articulées, avec un arrière-plan de lecture considérable. Et il a des ambitions aussi à la hauteur du travail qu'il a demandé, parce que c'est un livre qui est, en un certain sens, une histoire générale du capitalisme, qui se présente comme une histoire générale du capitalisme, comme plan d'épreuve des hypothèses faites concernant sa nature propre. Donc ce n'est pas simplement un livre de théorie abstraite concernant le capital, c'est un livre qui en développe l'histoire. C'est un livre qui éclaire aussi certaines questions relativement complexes de façon parfois paradoxale, mais tout à fait intéressante. Je pense à l'analyse du welfare state, par exemple, qui pourrait effectivement se présenter comme une analyse de paix relative par rapport à la guerre. Et il est bien montré dans ce livre comment, dans la guerre capitaliste telle que vous la concevez, la paix et la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est tout à fait ce qui est frappant. Et donc, j'invite à regarder ce livre, à le lire, à le discuter aussi, parce que, après tout, par les temps qui courent, un livre dont le point de départ est quand même une opposition, si j'ose dire, systémique au capital comme machine de guerre en face de laquelle nous nous trouvons, et dont nous sommes en un certain sens tous victimes, est un livre qui mérite d'être soutenu. C'est aussi pour ça, naturellement, que vous êtes là ce soir. Je tenais à le dire. Alors, pour donner une idée, je voudrais simplement lire une phrase qui concerne la guerre froide, mais qui en vérité dépasse un peu la caractérisation de la guerre froide, qui est la suivante. La guerre froide est donc, en plus d'un sens, une affaire de calcul des coûts-bénéfices, just in time, sous sa formule la plus générale. Elle s'affirme comme containerisation sociale de toutes les guerres civiles qui la traversent, guerre de classe, de race et de sexe, nouée au géométral de la guerre contre les pauvres, formule remarquable, 3 guerres nouées au géométral de la guerre contre les pauvres, par la socialisation intensive de la guerre totale que l'on reproduit et élargit par tous les nouveaux moyens dont s'est dotée la machine de guerre du capital dans la guerre de subjectivation. Je pense que j'ai presque un concentré d'un très grand nombre des thèmes que vous maniez dans le livre et sur lesquels je voudrais
intervenir et surtout vous poser un certain nombre de questions. D'abord, ma première question serait la suivante. Quel avantage décisif voyez-vous à introduire la catégorie de guerre comme substitut à la vieille catégorie dialectique de contradiction? Après tout, dans l'espace dialectique des contradictions, nous avons une catégorie spécifique désignant ce que, au fond, vous nommez guerre, qui est le caractère antagonique d'une contradiction, c'est-à-dire sa volonté de conflit destructeur. Et puis nous avons d'autres formules, la distinction entre cette contradiction antagonique et les contradictions au sein du peuple, les systèmes des acteurs et des termes de la contradiction, son aspect principal, etc. Et toute cette construction, au fond, et cette élaboration progressive à laquelle beaucoup de dirigeants politiques ont contribué de la catégorie de dialectique, qu'est-ce que vous lui reprochez au sens où vous entendez vraiment le caractère opératoire de la substitution du mot guerre au mot contradiction, avec cette difficulté, qui est une de mes questions, avec cette difficulté que au fond, vous faites dire à guerre, vous donnez à guerre des sens extraordinairement différenciés, en réalité. Alors, j'en aurai après une deuxième, qui est la suivante, et qui se greffe tout de suite sur le fait de l'importance considérable, à mon sens, y compris biographique justifiée, que vous accordez à la coupure de 68. Vous décrivez 68 comme une véritable tornade générale dans l'univers du capitalisme. Vous parlez du crack-up des années 60, qui s'attaque aux grands et aux petits récits de la guerre froide, et en envoyant par le fond tous ces containers. Alors si après on lit ce que vous dites de 68, on a l'impression d'une coupure sans précédent. 68 aurait envoyé par le fond la famille nucléaire, le mariage et la sexualité, la femme au foyer, l'éducation des enfants, la consommation, l'épargne et le crédit, la middle class, le facteur humain, les motivations, la culture de l'entreprise, la discipline de l'usine et du bureau, les syndicats, l'anticommunisme et le socialisme réalisé, la résolution juridique et constitutionnelle des guerres sociales, le racisme, la guerre impérialiste au Vietnam et toutes les formes de colonialisme. Un déblayage général. Après quoi, vous dites que ça n'a pas duré très longtemps, puisque la contre-révolution, dès l'élection de Nixon, est en marche, et que finalement, ça n'a pas été envoyé tellement par le fond, parce que c'est remonté à la surface assez rapidement tout de même. Et d'ailleurs, vous l'expliquez en un sens, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est précisément parce que quelque chose comme la catégorie de guerre n'a pas été fonctionnel dans cette affaire, que le mouvement s'est au fond étiolé, affaibli, et que nous sommes, vous le dites à la fin du livre, dans une succession ininterrompue de victoires du capitalisme conçu comme guerre. Nous sommes dans l'époque désertique. Alors au fond, voilà, mes deux questions, pour commencer, ce sont celles-ci. Effectivement, la façon dont vous articulez votre question, d'une certaine façon, me permet assez immédiatement de répondre. C'est-à-dire que le rapport, me semble-t-il, entre contradiction et guerre ne fonctionne que pour autant que l'on conserve une, je ne dis pas là, mais une conception classique de la guerre. L'un de nos propos, c'est effectivement de suivre d'une façon assez historique. On se propose de produire une manière de contre-histoire du capitalisme, les mutations des régimes de la guerre, sachant que nous partons donc, et on cherche à le montrer depuis le début, c'est-à-dire 1492, cherchant à montrer dès le départ la multiplicité
de ces guerres. Et c'est effectivement ce régime de multiplicité que nous développons d'une façon telle que, disons, une pensée dialectique de la contradiction en serait inévitablement, à son tour, une manière de pacification. Peut-être qu'on peut passer à la deuxième question sur mai 68. Oui. Et je peux dire quelque chose sur la dialectique. Je vous en prie. Non, c'est avant de passer à 68, sinon je peux enchaîner tout de suite sur 68. Non, sur quelque chose qui n'est pas dans ce livre, mais sur lequel on a de travailler maintenant, donc, parce que le dernier livre, ça va être Guerre et Révolution, où 68 va être au centre. Pourquoi la pensée 68 a les échecs, disons comme ça, ou les impasses de la pensée 68. En travaillant sur les années 60, donc il y a deux auteurs qui, d'un côté Fanon, qui énonce que la dialectique hegelienne ne fonctionne pas dans les rapports colonisateur-colonisé. Il explique pourquoi, donc c'est pas la peine de rentrer. De l'autre côté, une féministe italienne qui a écrit un beau texte qui s'appelle Crachon sur Hegel, traduit, qui explique que la dialectique ne fonctionne pas dans le rapport homme-femme. Donc ces deux points de vue qui vont essayer de sortir de la dialectique. Ils la pensent comme un non-rapport, et la guerre qui est un non-rapport qui est un rapport, et avec deux sorties différentes. Fanon qui dit effectivement la seule solution c'est la lutte armée, et la féministe qui dit nous on est contre la guerre, c'est les femmes qui vont contre la guerre. De toute façon, c'est très symptomatique de notre point de vue que 68, les années 60 commencent en dehors du marxisme et en dehors de la conception capital-travail de façon très restrictive, pense une critique de la dialectique. Hegel comme l'échec du mouvement de l'esprit européen. Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous sur ce point. Je pense que 68, c'est au contraire une régénération de la vitalité de la dialectique par rapport, en effet, à son académisation antérieure. C'est une redécouverte de la dialectique, y compris sous la forme d'énoncés selon lequel telle contradiction ne relève pas de dialectique en son sens académique, synthétique et hegelien. La preuve, c'est que même ce thème de la dialectique, je le rappelais, a été au cœur des discussions les plus violentes et les plus politiques de l'époque. Donc ce n'est pas vrai qu'il y avait une dialectique et puis que tout d'un coup on découvrait qu'elle n'était inopportune ou inadéquate pour un certain nombre de situations. Je ne pense pas que ça s'est passé comme ça tout de même. Non, disons comme ça. Alors, pour 68, mais ça, on a un point de vue sur lequel vous n'êtes peut-être pas d'accord. C'est que pour nous, la pensée 68, c'est l'échec qui vient très rapidement, en réalité. C'est parce que on a reproposé comme forme d'organisation politique fondamentalement de quel côté qu'on regarde, une révision de l'hypothèse léniniste. Et donc on n'a pas su penser une machine de guerre qui soit en adéquation avec les mouvements qu'il y avait. Donc selon nous, l'échec fondamental, que ce soit en Amérique latine, en Italie, même avec les différences en France, je connais un peu moins tout ça, c'est ça l'échec politique. Qui va, justement parce que peut-être ce que vous dites, c'est de la contradiction était trop au cœur du débat des gens qui voulaient faire la révolution. Donc, dans lesquels je me mets moi aussi, je ne me sors pas. Et donc 68, selon nous, ça a été très rapidement défait. Très rapidement, parce que ça commence tout de suite. En réalité, la contre-révolution capitaliste commence en 1971, avec Nixon qui déclare l'inconvertibilité du dollar avec l'or. Ça, c'est le moment fondamental. Libérer la monnaie, et à partir de la monnaie, et après l'autre chose fondamentale, c'est le Chili, le coup d'État contre Allende, et ce qui s'est passé à New York en 1975. Disons comme ça, en réfléchissant après ce qui s'est passé, je pense que les forces qui étaient organisées politiquement à cette époque étaient un peu en décalage avec l'initiative capitaliste. On n'a pas réussi à comprendre effectivement ce qui s'est passé, et peut-être parce qu'on était encore avec des catégories qui venaient de cette tradition quand même glorieuse du communisme qui avait des limites. Donc pour nous, et tout de suite, la pensée a affaibli parce qu'en même temps, le mouvement révolutionnaire a affaibli aussitôt.
Déjà, on commence et on continue avec Foucault et Deleuze, mais on voit tout de suite que Foucault change. En 1976, il a déjà abandonné le concept de guerre. Hein, et chez Deleuze-Guattari, le concept des machines de guerre, il est encore très abstrait. Donc il y a une difficulté, disons comme ça, de la pensée à suivre les conflits de classe après 68, je pense. Et juste sur 68, sur le crack-up. Bon, crack-up, c'est fêlure. Hein. C'est la chose, enfin, qui nous semble assez fondamentale, c'est d'un côté de retracer, et c'est pour ça qu'on y a apporté une grande importance, et vous y avez fait allusion, les enjeux de la guerre froide, hein, qui est quand même une mutation assez extraordinaire. C'est évidemment dans ce contexte que la phrase de Heidegger à laquelle vous avez fait allusion, je précise que c'est le seul endroit où Heidegger est cité dans ce livre. Il n'y a pas de mal à citer Heidegger. Bon, cette question est quand même tout à fait fondamentale, c'est-à-dire que la guerre froide, c'est quand même un moment de mutation absolument prodigieux où la question devient, aussitôt la fin de la guerre, comment réussir à continuer la guerre elle-même par d'autres moyens. Hein. Et effectivement, ces autres moyens impliquent l'invention d'un nouveau type d'impérialisme qui va, y compris, passer par ce qu'on va appeler la décolonisation, quel que soit le caractère forcé, fictif, stratégique de la chose. Bon. Et la société de consommation est prise effectivement dans cet enjeu. Et c'est là effectivement où le rapport avec la question du welfare et du warfare, c'est-à-dire étant une conversion sociale, une resocialisation de la militarisation extrême de l'ensemble de la société dès la Première Guerre mondiale, qui ne s'est quand même pas appelée pour rien une guerre totale, est tout à fait fondamentale. Bon. C'est au regard de ceci que, effectivement, ce qui se passe depuis les années 50, l'ensemble des années 60, qui se définissent à notre sens quand même en termes de fêlure, qui implique effectivement une multiplication de lignes de fracture au sein de l'ensemble de la société. Hein. L'une de nos thèses aussi, c'est que voilà, il faut reconstruire ce qu'on appelle le Fordisme dans cette affaire pour donner proprement sens à ce qu'on a appelé la subsomption réelle de la société sous le capital. Et d'une certaine façon, on en fait effectivement la généalogie. Donc, notre point, c'est que 68 est effectivement l'étrange et impossible révolution qui vient s'inscrire, si j'ose dire, au milieu de l'ensemble de ces lignes de fracture qui, proprement au niveau mondial, ont commencé à parcourir l'ensemble des sociétés. C'est seulement un mot. 50 ans après, on a le même problème, on n'a pas encore trouvé la solution. C'est 68 la matrice de cette histoire. Hein. On est dans une impasse qui vient de 68, qui s'élargit, se produit, mais on ne trouve pas la solution. Et puis on peut peut-être encore ajouter... Peut-être, pardonnez-moi, avant de revenir précisément à ces solutions contemporaines que vous esquissez souvent pour les critiquer, vous commencez le livre notamment par des allusions au comité invisible, à cette espèce de processus destituant préconisé par rapport aux œuvres du capital, voilà, que vous semblez critiquer. J'aimerais bien qu'on y revienne, mais peut-être avant ça, et c'est la force du livre, peut-être on peut rester un moment sur le constat, sur le saccage néolibéral en cours que vous décrivez et que le concept de guerre qui innerve tout le livre permet extraordinairement bien, je trouve de façon extrêmement puissante de pointer. Vous dites notamment, vous affirmez dans le livre que ce saccage s'est accéléré à partir de la crise financière de 2008 en produisant une nouvelle forme de nouveaux monstres, en produisant une forme de néofascisme dont l'un des membres, d'une certaine façon, vient de prendre la tête de la première puissance mondiale. Je pense bien sûr à Trump. J'ai une question à vous poser à ce sujet.
comment est-ce que vous expliquez justement que ces courants populaires, populistes, qui sont nés justement de la crise de confiance profonde des peuples à l'égard du néolibéralisme, comment vous expliquez que, comme vous le dites très justement dans le livre, qu'on ait le sentiment qu'ils sont entièrement compatibles avec la logique du capital, et même, je reprends votre expression, que ces mouvements convergent inexorablement avec la logique du capital qu'ils prétendent défier. Un exemple très incarné qu'on pourrait donner pour que les gens comprennent, c'est voilà, Trump qui était censé défier Wall Street. Sa première nomination, avant même d'avoir mis un pied physiquement à la Maison-Blanche, c'est de récupérer d'ex-cadres de Goldman Sachs. En réalité, la situation n'est pas nouvelle. Hein. On a les enseignements de ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Il y a des différences remarquables, mais il y a aussi des choses qu'on peut comparer. Parce qu'en réalité, l'accumulation, l'hégémonie du capital financier était déjà là, comme Lénine le démontre dans ce livre qu'il faudrait relire. Hein. Parce que c'est encore un très beau livre et très important, démontre que le capitalisme financier était hégémonique à partir de la fin du XIXe siècle. Et c'est cette financiarisation qui a amené à la Première Guerre mondiale, au fascisme et à la Deuxième Guerre mondiale, aux guerres civiles européennes. Donc il ne faut pas oublier. Et il y a eu, pendant, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, une grande révolte, disons comme ça, contre la financiarisation, contre la finance. Et c'est là que des forces fascistes ont émergé. Et ça peut, là peut-être on a un peu, on est passé un peu vite, mais en réalité c'est qu'on essaie de démontrer, même quand on traite de cette époque, c'est effectivement la convergence possible, mais aussi la divergence. Hein. C'est la machine de guerre que par exemple les nazismes ont mis en marche, hein, en réalité, elle a échappé au contrôle du capital. Donc là on se trouve dans une situation différente, mais que pour certains aspects peut rappeler ce qui s'est passé. Et donc, une deuxième grande financiarisation, quand l'initiative capitaliste la contre-révolution capitaliste a commencé, ça a commencé avec une financiarisation. J'ai dit tout à l'heure la date de naissance et la non-convertibilité de l'or et du dollar. Cette financiarisation a amené inévitablement, là, c'est pas une question, c'est que c'est effectivement une socialisation des forces productives énorme, hein, mais comme dit Marx dans le chapitre sur la chute tendancielle des taux de profit, il faut que cette socialisation énorme des forces productives, hein, elle se heurte et va se confronter à la propriété privée fondamentalement. Et ce qui s'est passé, encore une fois, de ce point de vue, l'analyse marxienne est encore puissante. Et à ce moment-là, effectivement, il y a la montée des forces néofascistes qui en réalité, comme je disais tout à l'heure, et c'est très important, elles sont là depuis le commencement de la révolution néolibérale, mais ils ont assumé une force nouvelle. Convergence et divergence, nous on a dit en réalité, si je me rappelle bien dans les textes, ça dépendra de comment va la lutte des classes. Hein. Ça peut être convergence ou divergence. La chose qui est très différente par rapport à ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle, c'est qu'il n'y a pas une véritable opposition. Il n'y a rien qui ressemble à l'hypothèse communiste, pour le prendre. Il n'y a rien qui ressemble à cette capacité qu'avait le mouvement communiste de s'opposer. Donc, très faible, et c'est pour ça aussi que l'intensité de la guerre civile n'est pas très élevée. S'il y avait quelque chose qui ressemble un tout petit peu à ce qu'il y avait dans la première moitié du XXe siècle, à mon avis, ce serait beaucoup plus dur. Donc, sur la convergence, sur la divergence entre... maintenant, on va voir, là, c'est pas sûr qu'il y a convergence et divergence. Il y a effectivement... quelquefois on donne une vision un peu trop unitaire et compacte du concept de capital, hein, mais il y a effectivement à l'intérieur du capital différentes tendances qui émergent pendant, évidemment, avec ce qui est en train de se passer.
Pour l'instant, il y a, c'est très étonnant que ce sont les deux forces, les deux pays qui ont lancé la mondialisation, qui ont lancé la libéralisation, qui reviennent sur l'État-nation. C'est pour ça, nous aussi, qu'on pense que cette revenir sur l'État-nation, sur les monnaies nationales, c'est très dangereux, parce qu'en réalité, les seuls qui peuvent faire cette opération, ce sont les forces de droite. Je ne crois pas qu'Alain Badiou vous démentira sur ce point. Je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose sur le terme que vous utilisiez de saccage. C'est-à-dire que, disons, les analyses que nous pouvons proposer en remettant la guerre dans toutes ses multiplicités au cœur du travail, permettrait de rendre compte du saccage. Par rapport à ces nouveaux fascismes, la chose qui est quand même assez fondamentale, c'est que, en gros, la population n'a pas obtenu ce qu'on lui avait promis au début des années 80. C'est-à-dire le thème de l'enrichissez-vous, de l'auto-entreprise, des nouvelles formes, des contreparties, etc. etc. Bon, et effectivement, on a, pour prendre un mot, une casse sociale absolument fantastique. Bon, très bien. Le point fondamental, c'est que, effectivement, ces opérateurs néofascistes, post-fascistes, sont capables de s'ancrer, de se développer et d'investir le niveau réel de la confrontation, le niveau réel de la guerre sociale, le niveau réel des guerres civiles. Et c'est ça, effectivement, qu'il joue. Tout ce mime de Trump proposant pratiquement une guerre de classe, c'est quand même quelque chose d'absolument sidérant. Alors évidemment, ce jeu de la guerre de classe, et c'est là aussi un point important pour nous, on voit très bien comment est-ce qu'il est joué en le dérivant vers guerre de sexe avec tout ce que nous savons, et avec les guerres de race et guerres raciales. C'est-à-dire, ils sont capables de désigner l'ennemi. Alors l'ennemi, au pluriel, les ennemis, mais à la fin on peut dire l'ennemi. L'un de nos propos, vous avez fait allusion à nos amis que nous substituons aimablement par un de nos ennemis, c'est aussi d'être capable de nommer effectivement l'ennemi avec ce que ça implique en termes de ce que Foucault appelle d'un côté les rapports de gouvernementalité, les rapports de pouvoir entre gouvernants et gouvernés, et de l'autre des rapports de type stratégique qui sont en rupture aussi avec ceux-ci, même si on doit toujours passer par eux. Et là aussi, la question de la Grèce elle revient de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on reste dans les rapports gouvernants et gouvernés, et la guerre est perdue. Je peux dire une chose sur le saccage, parce que nous, on reprend effectivement cette histoire du saccage en interprétant différemment la fonction, le rôle de l'accumulation primitive. Mais chez Marx, l'accumulation primitive, elle est d'une certaine façon limitée à une période qui va de la conquête des Amériques jusqu'à la révolution industrielle. Après, on passerait à la vraie accumulation. Pour l'accumulation primitive, Marx, c'est violence, guerre, saccage, rapine, c'est ça. Nous, on dit qu'en réalité, cette accumulation primitive, elle n'a jamais été, on ne peut pas la cantonner dans une époque. Elle continue, elle accompagne le développement capitaliste. Donc il y a une forme, disons comme ça, standard de développement, comme ça que Marx a décrit, mais l'accumulation capitaliste, en reprenant quelques thématiques aussi de Rosa Luxemburg, elle est toujours là. Et on voit que chaque nouvelle phase de l'accumulation capitaliste recommence toujours avec l'accumulation sauvage, avec les saccages. Il n'y a pas seulement la production, il y a aussi le saccage. Et donc là, on réintroduit la guerre que pour Marx, elle était... Marx décrit l'accumulation capitaliste à travers crédit et guerre. Et ces deux éléments, crédit et guerre, on les retrouve aujourd'hui. Ces deux forces fondamentales, ce sont le crédit et la guerre. Donc l'accumulation capitaliste primitive, elle n'est pas terminée. Elle continue à côté et ensemble et imbriquée à la vraie accumulation, entre guillemets. Oui, sur ce point, je trouve que vous proposez des descriptions, des analyses très fortes, effectivement, en montrant qu'il ne faut pas concevoir l'historicité du capitalisme par séquences trop tranchées les unes par rapport aux autres,
et que les caractéristiques de guerre, de prédation, de pillage, de violence, etc., qui ont caractérisé l'impérialisme colonial, par exemple, sont en fait des effets en retour qui finissent par marquer l'intériorité des sociétés capitalistes elles-mêmes. Là-dessus, ma troisième question, j'en ai posé deux, ma troisième question serait une incertitude que j'ai par rapport à la façon dont vous décrivez, en fin de compte, l'échec des tentatives opposées. Voilà. C'est-à-dire, après tout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une des différences entre l'époque actuelle et l'époque des années 30, c'est que, comme vous le disiez, il n'y a rien. Il l'a dit. C'est une Il y a peu. Oui, il y a peu. Bon, mettons-nous d'accord sur peu. Il y a peu. Et c'est tout de même une caractéristique essentielle comme différence. Et je pense qu'il manque quand même, dans ce livre, une généalogie de cette faiblesse du temps contemporain, une généalogie véritable. Peut-être parce que c'est aussi une question afférente un peu à ce que vous dites sur 68, peut-être parce que, au fond, si réellement l'histoire du capital est l'histoire de la guerre, c'est forcément aussi, en un certain sens, et ça doit être l'histoire des ennemis du capital. Voilà. Celle-là, elle n'est qu'en demi-teinte dans votre livre, véritablement. Elle n'est qu'en demi-teinte. De ce point de vue-là, vous rompez, en effet, avec une tradition léniniste qui était que, pour eux, l'historicité véritable de la Révolution, c'était aussi de s'intégrer à une histoire, une contre-histoire effective, qui était l'histoire des succès et des échecs de la contre-guerre ou de l'autre guerre, à savoir la guerre contre le capital lui-même, à laquelle vous appelez tout de même à la fin de votre livre, tout en notant l'extrême faiblesse des moyens disponibles. Alors, finalement, il me semble que votre verdict sur ce qui s'est passé, à savoir les révolutions, les insurrections du XIXe siècle, le communisme soviétique, la révolution chinoise, sur tout cela, ça me semble complètement nappé, recouvert, et je dirais en quelque manière enseveli par l'histoire de la guerre du capital. J'ai ce sentiment, et naturellement, chacun a ses manies, hein, mais la totale absence de toute référence à la révolution culturelle prolétarienne chinoise en tant que telle, en tant que phénomène, à mon avis, terminal, c'est le phénomène terminal de la contre-guerre au capital. Ouais. Contemporaine à peu près de 68 d'ailleurs, oui. Mais à mon avis infiniment plus importante. Votre silence là-dessus se dépasse, je ne vous le reproche pas de façon dogmatique, en tant que j'y suis particulièrement attaché, mais j'y vois un symptôme d'une sorte de malaise que l'on a dans votre description générale, dans votre historicité générale, qui est que, somme toute, l'histoire d'une guerre, c'est aussi l'histoire de ceux qui sont engagés ou voudraient s'engager de l'autre côté, si je puis dire, du grand vainqueur dont vous décrivez finalement l'épopée victorieuse. Ouais. Alors, voilà, ça c'est vraiment ma troisième question. Bon, première chose qu'il faut immédiatement admettre, la critique, qui est sans doute assez fondée à la lecture de ce livre, est tout simplement déterminée par le fait que c'est en vérité une première partie. Et que la deuxième partie vient, le deuxième volume vient, qui était donc en principe appliqué. Bon. C'est évidemment pas suffisant, c'est-à-dire que le deuxième volume en Guerre et Révolution repart d'une façon beaucoup plus directe de l'ensemble de ces questions, qui font évidemment débat entre nous, liées à 68, c'est-à-dire effectivement donc la question des luttes. Là-dessus,
les luttes sont bien présentes partout, à chaque étape que nous cherchons effectivement d'aussi près que possible à analyser. C'est vrai qu'il manque le point de vue stratégique de l'autre côté, ça c'est sûr. Voilà. C'est bien sûr. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous... Oui, elles sont présentes, bien évidemment. Je n'étais pas en train de vous dire que vous n'en parliez pas, évidemment, elles sont présentes. Mais elles sont présentes, et tout de même, il y a eu des époques où il y a eu des propositions stratégiques. Vous déclarez qu'une des caractéristiques post-68 c'est qu'il n'y a pas eu précisément de perspective stratégique, vous le dites explicitement, et donc on entendrait quand même des éléments supplémentaires sur l'histoire de la stratégie. Voilà. Non, bien sûr. L'histoire de la stratégie. Malheureusement, c'est vrai. C'est-à-dire que les livres, ça c'est une partie du livre qui devait avoir, dans le même bouquin, il devait y avoir la Deuxième Guerre et la Révolution. Essayer de les traiter ensemble. Malheureusement, ça a pris des dimensions qui nous ont dépassées, et donc le deuxième livre, on a dû le couper. On aurait pu faire sortir un livre de 800 pages. Donc on est en train de travailler sur le deuxième, c'est-à-dire essayer de voir effectivement, de reconstruire le point critique, 68. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 68? Qu'est-ce qui s'est passé qui nous amène à cette situation où, tout à l'heure, on n'est pas encore sorti de cette faiblesse stratégique ou ce manque de stratégie. Le mouvement, la séquence qui va jusqu'à la révolution chinoise, il y avait une stratégie. Il y avait un concept de guerre qui était un concept de guerre très clair, très établi. Si vous lisez, vous avez lu Mao plus que moi, donc vous savez mieux que moi. Plusieurs formes de guerre. Plusieurs formes de guerre. Il y avait une codification très précise de la guerre, de la façon... Voilà, et la guerre était toujours présente. Le mouvement révolutionnaire ne pouvait pas se passer sans guerre. Un des défauts de 68, c'est que cette question... C'est pour ça qu'on a essayé de les construire. Si Lénine, Mao, jusqu'au Jap, lisaient de façon religieuse Clausewitz... Après, la lecture de Clausewitz a été abandonnée. C'est symptomatique peut-être. Lénine a fait des notes, Mao, maintenant, on sait qu'il a fait 2-3 séminaires sur Clausewitz. Jap, pendant qu'il faisait la guerre contre les Français, il se faisait lire des passages de Clausewitz. Pourquoi? Il y avait un intérêt, effectivement, pour la stratégie militaire, mais là, ce n'est pas seulement la stratégie militaire, c'est la stratégie politique. Donc là, on est face à une faiblesse et il faut comprendre pourquoi. J'ai dit tout à l'heure, effectivement, les mouvements qui, depuis 68, se développent, ressemblent beaucoup, pour aller très vite, je vais faire une synthèse, un saut mortel, ressemblent beaucoup à ce qui s'était passé pendant la Commune de Paris. Et Lénine, justement, avait pensé la révolution pour sortir des limites de la défaite qui avait caractérisé. Donc, maintenant, évidemment, on ne peut pas reposer les problèmes comme les posait Lénine, mais la question du pouvoir et de la guerre qui était au cœur de la thématique léniniste, il faudra la reposer. Ce que Guattari appelait la coupure léniniste. Il faudra la reposer d'une façon ou d'une autre. Et donc nous, on appelle à la reposer. On ne sait pas quelle solution donner à cette question. Mais au moins, la mettre sur la table. Il faut discuter de ces problèmes. C'est-à-dire que les mouvements, on voit, ils ont une richesse, comme pendant la Commune de Paris, une richesse énorme, niveau de démocratie directe, coopération, mutualisme, solidarité. Ce sont des choses formidables. Et ils ont même allé au-delà de 68. Mais cette question, à notre avis, reste fondamentale. Donc, Lénine avait trouvé, le mouvement ouvrier avait trouvé la façon de sortir des défaites, parce que c'était une série de défaites quand même. La révolution du 19e, importante et déterminante, c'était toujours terminé avec une défaite et des massacres. Donc, c'était le 48, la Commune de Paris, le colonialisme et tout ça. Ils avaient trouvé la façon de renverser. Nous, sincèrement, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé une façon stratégique pour s'opposer à cette nouvelle configuration. Justement, pourquoi, selon vous, commencez à répondre peut-être, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui d'élaborer une machine de guerre à la hauteur des enjeux déchaînés par le capitalisme? Quelle est la source de l'échec? Parce qu'on ne peut plus utiliser le concept de contradiction. Si on peut utiliser le concept de contradiction, ça serait plus facile, peut-être. Je ne sais pas. Éric Aliès. Pourquoi? Non, parce que, en raison même, je veux dire, de la complexité des mécanismes. Oh, la complexité, alors ça.
par lesquels passe effectivement la domination. C'est-à-dire que les stratégies du capital financier qui sont donc qui passent tous par ces institutions transnationales, etc. Bon, le fait qu'on n'a plus affaire aux figures classiques et j'ai envie de dire patronales du capitalisme industriel, etc., font que, je veux dire que les luttes doivent réussir aussi à s'inscrire au niveau même, qui est celui, effectivement, des stratégies du capital et du capitalisme. Bon, une chose qui est quand même assez importante à souligner, parce que moi, je voudrais quand même revenir sur rien ou peu. Bon, rien, non, peu, pas vraiment non plus. Je veux dire qu'on assiste... Entre rien et peu. Non, je veux dire qu'on assiste quand même, depuis 2008 et après, à je veux dire, des phénomènes absolument ininterrompus, voilà, de mobilisation, de résistance, d'occupation. Vous incluez le mouvement des places. Oui, absolument. Les printemps arabes, bon, qui sont quand même des choses absolument fondamentales. Bon, donc c'est, à mon sens, ni rien ni peu, qu'il y ait une multiplication de mouvements qui effectivement sont essentiellement des mouvements de résistance, à mon sens, à notre sens, c'est absolument indéniable. La question, c'est effectivement, peut-être, cette affaire de stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qui substitue. Oui, parce que ce que vous démontrez, c'est que on ne peut pas faire la guerre dans une stricte logique de résistance. C'est ça le point. Les résistances n'est pas un mot mobilisateur dans les conditions mêmes que vous décrivez. Parce que faire la guerre à la guerre suppose qu'on ait justement une idée de ce que c'est qu'une offensive, fut-elle absolument expérimentée de façon absolument locale. Et c'est ce paradigme-là, sans doute, qui est aujourd'hui manquant. C'est-à-dire, c'est pas simplement la stratégie au sens d'une vision générale du mouvement historique, c'est si réellement on adopte votre hypothèse, c'est-à-dire que l'essence de la situation, c'est les guerres et leur côté à la fois unifié et fractal, on pourrait dire quelque chose comme ça, alors effectivement, la question qu'on peut nommer stratégique, c'est non pas de savoir simplement ce que c'est que tenir bon à un moment, à un endroit, etc., mais qu'est-ce que c'est qu'une offensive aujourd'hui? Or, c'est exactement le point que, dans l'histoire antérieure, c'est exactement le point proposé dans la logique insurrectionnelle par Lénine et dans la logique des guerres prolongées rurales par Mao. Dans les deux cas, c'est qu'est-ce que c'est que l'offensive? Chez Lénine, c'est plutôt qu'est-ce que c'est en effet que l'offensive en tant que telle. Chez Mao, c'est qu'est-ce que c'est que l'offensive de la défensive, comme vous le remarquez du point de vue de sa conception stratégique. Alors, j'en tirerai deux conclusions. Premièrement, c'est quand même dans cette généalogie-là qu'il faut s'inscrire. Parce que si le problème est celui-là, alors en effet, l'histoire de ce problème, c'est Lénine et Mao. C'est pas autre chose, puisque vous admettez vous-même que mai 68 n'a pas pu l'aborder, ni encore moins le résoudre. Donc on est dans cette filière-là. Et deuxièmement, si on est dans cette filière-là, alors ce que je crois, non, bien sûr, je suis dans cette filière-là, donc je le crois. mais en outre, je pense que vous y touchez par un biais particulier, dès lors que vous considérez que la question du moment est une question stratégique, voilà, et que résistance, lutte, etc., ne sont pas des catégories adéquates à la nécessité stratégique de définir ce que c'est aujourd'hui qu'une offensive, et même qu'est-ce que c'est qu'une offensive éventuellement localement victorieuse, qui pourrait servir de paradigme, voilà. Mais le mouvement ouvrier a pris beaucoup de temps. Il est passé par beaucoup de défaites avant de trouver la façon de réagir de façon stratégique. Je pense qu'on est dans cette situation-là, on est dans une situation d'expérimentation. Parce que si on peut effectivement
revenir à cette tradition, il y a aussi une coupure nette qui s'est produite avec cette tradition. Parce que les partis, par exemple, on ne peut plus les reposer en tant que tels. L'avant-garde du prolétariat en tant que tel, qu'est-ce que c'est le prolétariat, qu'est-ce que c'est la classe ouvrière aujourd'hui. Donc toute la forme de la militance en tant que révolutionnaire de profession, toutes ces catégories sur lesquelles la stratégie s'était articulée, c'était l'articulation de la stratégie. C'est ça qu'on ne peut pas reproduire. Et c'est ça un peu la difficulté. C'est-à-dire quel type de militance, quel type d'organisation, quel type de stratégie. Avec des sujets politiques qui sont complètement différents. C'est-à-dire que 68 a fait émerger cette différence, cette multiplicité. Alors, cette multiplicité, le capital arrive ou cette complexité, il arrive à la simplifier de façon très évidente. Il la simplifie de façon, avec la monnaie par exemple, avec la dette, il la simplifie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout est complexe, mais l'argent, les créditeurs, ils doivent être payés. Donc là, c'est très simple. Et il faut qu'on trouve la façon de la simplifier de la même façon. C'est-à-dire, en même temps qu'elle est complexifiée, il faut trouver une simplification. Je suis d'accord. Toute stratégie est toujours une simplification, d'une certaine manière. Mais ce qui nous manque, c'est cette simplification. Mais vous aggravez le problème parce que vous insistez si fortement sur la complexité, la multiplicité, que arriver à la stratégie, finalement, cette simplification, cette constitution du camp effectif capable d'offensive est rendu obscur. Mais évidemment, vous allez me dire, on va en parler dans le deuxième volume. Alors, on vous reconvoquera. Non, mais il y a peut-être aussi une ambiguïté il y a peut-être aussi, je suis très court, une ambiguïté sur laquelle peut se développer notre échange, c'est-à-dire la stratégie en un sens, si j'ose dire, chinois, et la question de la stratégie et des rapports stratégiques tels qu'ils ont pu être précisément totalement redéfinis par Foucault dans une ligne qui est effectivement en rupture avec la précédente conception de la stratégie. Je ne vous étonnerai pas en disant que c'est évidemment de ce côté-là que nous cherchons à travailler une fois que l'importance effectivement de la coupure léniniste, de ce qu'elle a effectivement produite, est absolument fondamentale. Et sans affronter cette question, le risque, c'est d'être dans la pratique dans des phénomènes de résistance, c'est-à-dire en résistance à, et également de ne pouvoir jamais proprement penser une stratégie. Vous savez ce que je pense sur ce point ? Je pense que Foucault est un peu votre mauvais génie. Il y a quelque chose dans la construction foucaldienne et dans sa séduction constructive extraordinaire, il y a aussi quelque chose de finalement un peu paralysant. Ça a été paralysant pour lui-même, comme vous le retracez très bien, mais d'une certaine façon, la cristallisation de la guerre dans la gouvernementalité telle qu'il la conçoit rend extraordinairement difficile l'existence même d'une stratégie opposée. Et d'ailleurs, au fond, il y a renoncé. Il est devenu libéral en partie parce que, précisément, la révolution n'était plus pour lui désirable, mais plus que non désirable, je pense qu'elle était devenue, en un certain sens, impensable, impraticable. Et il me semble que vous essayez, dirais-je, de tordre Foucault. Oui. Voilà, c'est un peu votre projet. La gouvernementalité. Vous voulez tordre Foucault en le branchant sur Deleuze un peu plus activement, d'un côté, et d'autre part en l'inscrivant dans la conjoncture actuelle de façon plus vivante. C'est un projet que je vous accorde tout à fait. Mais je vois que ce moment de la torsion de Foucault, c'est un moment complexe quand même, me semble-t-il. Ah, ouais, absolument. Oui, pour aller dans le même sens, mais avec une objection d'une autre nature, le problème vient-il de la faiblesse de la stratégie ou de la puissance de l'adversaire capitaliste qu'il ne faut pas sous-estimer ? Je pense à la chose suivante. Vous écrivez de façon extrêmement
saillante que le capitalisme est, je cite, la civilisation la plus meurtrière de l'histoire humaine, celle qui, je cite à nouveau, a introduit en nous la honte d'être un homme. Donc, bon, le propos est violent. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Dans ce cas, d'où vient que le capitalisme demeure un système aussi populaire, finalement? D'où vient que les premières victimes du capitalisme sont ceux qui finalement en défendent le principe? A-t-on jamais vu un système aussi oppressif bénéficier à ce point du suffrage de ses victimes? Mais est-on bien sûr que le capitalisme est un système aussi populaire quand un Trump vient d'être élu sur une campagne anticapitaliste? Je plaisante un peu. Mais disons qu'il y a, je précise juste, il y a un retournement d'atmosphère, on est bien d'accord, on en a parlé, un retournement... Une des choses importantes... Le pouvoir, il ne faut pas, si vous voulez, nier le pouvoir d'attraction très puissant du capitalisme. C'est quand même la base de la réflexion sur cette affaire. Oui, il faut l'expliquer, parce que une des choses fondamentales de la pensée 68, et notamment chez Deleuze-Guattari, je pense, c'est penser le nazisme. Hein? C'est-à-dire l'échec dont il charge le mouvement ouvrier de ne pas avoir pensé le nazisme. C'est-à-dire comment, et qu'il traduise philosophiquement avec Spinoza et d'autres, hein, comment on peut désirer sa propre subordination. C'est ça la question qu'il pose. Hein, comment est-il possible qu'on désire d'être opprimé? Donc, cette histoire du désir, à poser comme elle était posée, à mon avis, elle était pour essayer de comprendre ces phénomènes du nazisme. Hein, comment on peut désirer une chose aussi horripilante. Hein. Et donc, je trouve que c'est une question qu'on risque de rater aujourd'hui aussi. Juste, vous faites très bien, vous avez raison de la poser. On risque de rater, de comprendre pourquoi, de ne pas se poser cette question. Pourquoi il y a ce désir des désirs de réaction d'un certain point de vue. Hein. Comment on peut, sur ces ruptures, hein, sur ces divisions qui sont celles des sexes et des races, hein, on voit réémerger de nouveaux fascismes. Hein. Et une partie de la population désire effectivement cette rupture sur ces questions. Donc il faudra poser la question, il faudra poser à nouveau la question. Oui, je voulais dire, mon maître Mao disait, là où il y a oppression, il y a révolte. On peut penser que là où il n'y a pas révolte, il n'y a pas oppression. Hein. C'est-à-dire, en réalité, il y a dans le monde d'aujourd'hui un nombre considérable de gens qui ne sont pas si opprimés que ça. C'est ça la vérité. Dans nos sociétés, une bonne partie des gens considèrent que leur situation, somme toute, ne légitime pas qu'ils descendent dans la rue en protestant contre ce qui existe. Et cela, c'est aussi le prix payé au fait qu'il n'y a pas de stratégie alternative. Donc il y a le double effet de la guerre victorieuse menée par le capital, victoire poussée jusqu'au point où l'adversaire lui-même semble en quelque manière inexistant. C'est une victoire très particulière. Ce n'est pas une victoire simplement par batailles successives plus ou moins gagnées, c'est une victoire par défaut de l'adversité représentable. Et ça m'amène à votre critère des guerres de subjectivité, enfin des guerres de subjectivation. C'est ce point-là. Vous abordez ce point-là sous cette catégorie, les guerres de subjectivité. Mais il me semble que il y a quelque chose qui fait défaut aussi, me semble-t-il, dans le développement de la catégorie de guerre de subjectivité, parce que, malgré tout, elle est cadrée. Sur ce point, vous avez le même défaut que les classistes, que vous reprochez aux classistes. Elle est quand même cadrée par la récurrence de la triplicité des guerres de classe, de sexe et de race, alors que subjectivité est un élément plus complexe. C'est-à-dire c'est une modalité de la guerre qui traverse probablement les différents types de guerres. Et moi, il me semble tout de même que c'est un point fondamental, au moins dans toute la partie dite occidentale du capitalisme contemporain, qu'il a remporté une considérable victoire subjective, justement. C'est-à-dire, pour reprendre ce que disait Aude, le fait qu'il a un coefficient d'adhésion
moitié résigné parce que rien d'autre n'est possible, mais moitié finalement de soutien effectif, de convocation, de réponse aux convocations étatiques, gouvernementales et financières, qui est un degré tout de même assez élevé, il ne faut pas le sous-estimer. À mon avis, je lance ce chiffre comme ça à l'aventure, je pense que dans le monde pris comme totalité, on peut considérer que entre 30 et 40% des gens sont globalement satisfaits de leur situation. Voilà, c'est ce que je pense. Je ne sais pas s'il faut dire que ce chiffre me semble soit optimiste, soit pessimiste, selon le... Il résulte de calculs savants que je ne fais pas. Oui. Le point, me semble-t-il, important et qui fait la liaison peut-être avec la question d'Aude Lancelin, c'est l'importance de ce que Guattari appelait la production de subjectivité. Hein, c'est-à-dire que la provocation de Guattari contre les marxistes, pour faire vite, était la première production du capitalisme, c'est la production de subjectivité. Bon. Ce qui évidemment implique de ne plus penser en termes d'infrastructure et superstructure et de comprendre aussi, si j'ose dire, l'objectivité et les formes d'objectivation de cette production de subjectivité. Un point qui nous semble important, c'est que effectivement, on a passé un certain temps à reprendre et à repenser cette catégorie qui vient des militaires, qui est celle de guerre au sein de la ou des populations. Bon, d'un côté, c'est très important pour nous parce qu'effectivement, sa racine, si on ose dire, ou son terrain, est évidemment le terrain colonialiste, mais dans ses formes élaborées, même celle du colonialisme, on voit bien comment la question de la subjectivité, ce que les militaires appellent human terrain, le terrain humain, est absolument fondamentale. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être capable, à notre sens, d'articuler cette question des guerres au sein des populations telles que nous cherchons à les repenser avec la production de subjectivité et les guerres de subjectivité. Mais je peux dire une chose, non, sur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est-à-dire, l'autre chose qu'on a essayé avec ces livres, c'est sortir de l'eurocentrisme, de centrer notre point de vue sur le Nord. Ouais, Hein? Parce que le problème, c'est qu'il faut voir toujours, ça on le sait depuis Marx, mais Marx ne l'a pas vraiment pratiqué, c'est le capitalisme mondialisé, c'est mondial, le point de vue mondial. Alors peut-être il y a 30%, mais il y a le 70%. Oui, bien sûr. À l'échelle du monde. À l'échelle du monde. Mais il faut raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner enfermé dans les centres, dans le nord. Oui. C'est-à-dire qu'il faut prendre... Parce que le capitalisme a été toujours comme ça. Et malheureusement, une des limites du marxisme, d'une certaine façon, ça a été... Même si avec la révolution léniniste, ça a commencé à dériver, et avec la révolution chinoise encore plus, parce que, comme dit Mao, c'était une semi-colonie, on a pris en considération le monde dans son ensemble. Nous, il faut qu'on fasse cet effort. Tout à fait. Refaire cet effort de mondialiser les points de vue, de mondialiser les conflits, de mondialiser et de relativiser même notre point de vue. Ça, je suis vraiment d'accord avec vous, absolument là-dessus. Je voulais dire... Petite remarque à propos de la production de subjectivité. La production de subjectivité, c'est un éclaircissement tout à fait important sur une question qu'on se pose constamment à partir de la bonne vieille catégorie d'idéologie dominante, tout à fait utile. Finalement, la production de subjectivité, ça consiste à expliquer une chose que je rappelle très souvent, c'est qu'une caractéristique fondamentale de l'idéologie dominante, c'est de dominer. Voilà. Chose que souvent dans le maniement de l'expression idéologie dominante, on oublie. Mais la caractérisation de l'idéologie dominante, c'est de dominer. Et ça, c'est effectivement la production de subjectivité. Le seul problème, c'est que la catégorie d'idéologie me semble un peu quand même prise dans celle de représentation et de fausse représentation. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, il faut seulement reconduire cette production de subjectivité à des dispositifs multiples. Là, c'est malheureusement la consommation, par exemple. Hein. La consommation, c'est dans le Nord, hein, où on peut consommer, c'est une chose fondamentale. Voilà. Donc il faut... On peut se mettre d'accord sur le concept d'idéologie si on va voir effectivement les dispositifs par lesquels on est pris dans cette machinerie.
Bien, cette émission touche à sa fin. On pourrait continuer des heures. Moi, personnellement, j'avais encore beaucoup de choses à vous demander. Donc, on sera obligé de vous réinviter pour le tome 2, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il y aura un tome 2. D'ici là, je recommande vivement, très vivement, la lecture de Guerre et Capitale aux éditions Amsterdam. Vraiment une lecture passionnante et certainement un des livres les plus intéressants que nous ayons eu à discuter ici. À contre-courant. Voilà. À bientôt pour une prochaine édition. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, vraiment.